Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anne Speicher. Bonjour Anne. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Tu es architecte à la tête de l'antenne française de l'agence Baumschlager Eberle. Cette agence est d'origine autrichienne, plus exactement de la région la plus occidentale de l'Autriche, Comment le prononce-t-on ? Bon, moi je peux le prononcer qu'en allemand, donc Vorarlberg. D'accord, merci. Cette agence est née dans le début des années 80, puis s'est rapidement implantée en dehors de ses frontières. La Suisse voisine, mais aussi l'Asie, l'Allemagne, puis la France. Aujourd'hui, une dizaine d'implantations dans le monde, aux effectifs raisonnables pour garder l'agilité. Nous savons de cette agence que, contrairement aux apparences, elle ne prône pas l'extension à tout prix. Son esprit est attaché au contexte et à la durabilité, avec pour devise « penser globalement, agir localement ». La rencontre avec la France semble s'être entérinée à partir de la récupération, entre guillemets, j'ai du mal à qualifier le mot pour ce passage un petit peu délicat, donc de l'agence de Christian Houvette au moment de sa disparition brutale. Tu vas, Anne, nous en dire davantage et probablement ajuster mon propos. Auparavant, Anne, peux-tu nous en dire davantage sur toi ? Nous nous connaissons depuis nos passages respectifs chez Jean-Michel Wilmotte. Tu avais auparavant déjà travaillé pour Dominique Perrault. Commençons par le début. Quel est ton parcours, ta jeunesse ? Où s'est ancrée ton envie d'architecture, tes études ? Comment es-tu parvenue jusqu'à la direction de l'agence prestigieuse Baumschlager Eberle ? Merci Anne-Charlotte. Comme on peut l'entendre, je suis allemande, mais allemande née près de la frontière franco-allemande, à Saarbrücken. La frontière avec la France était à 800 mètres de notre maison familiale. Et donc, l'amour pour la France était profondément ancré dans notre famille. Mon père était ingénieur des ponts, des viaducs. Il m'a souvent montré ses grands chantiers à travers l'Allemagne. Et donc, l'amour pour la France, je présume l'amour pour mon père, évidemment, m'ont emmené à étudier l'architecture, que j'ai étudié tout d'abord, j'ai commencé en Allemagne. Après, j'ai fait une partie en France, à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Et quand j'ai commencé à travailler, tu l'as dit, mon premier vrai maître était Dominique Perrault, où je suis restée 8 ans à l'agence. Et je suis arrivée tout juste à la fin du chantier de la Bibliothèque nationale de France, mais vraiment tout au début de la globalisation. Et donc, on avait une chance incroyable chez Dominique Perrault de pouvoir travailler sur des grands projets publics partout dans le monde. En Russie, en Corée, aussi dans les pays, beaucoup en Autriche également. Et Dominique Perrault, il enseignait comme professeur invité à l'ETH de Zurich. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ETH de Zurich, c'est un peu le MIT en Europe. C'est une université extrêmement privilégié, et j'étais en charge pour lui de monter un projet de recherche autour de la maille métallique, et c'est là où j'ai rencontré Dietmar Eberle, qui était le dean de la faculté d'architecture de l'ETH de Zurich, qui validait les budgets. Donc c'était ça un peu notre première rencontre. Et lorsque quelques années plus tard, je cherchais à évoluer, à faire un peu autre chose, ils m'ont proposé de m'associer à eux et de prendre en charge l'aventure de monter cette agence parisienne. Mais comment on rentre dans une agence telle que celle de Dominique Perrault quand on sort de l'école ?
Très normalement, on écrit sa lettre de motivation, on envoie quelques exemples de son travail. Oui. Et à l'époque, j'avais l'avantage d'être de langue maternelle allemande. Et étant donné qu'il avait pas mal de projets en Autriche notamment, mais aussi en Allemagne, il venait tout juste de finir aussi le vélodrome et la piscine olympique de Berlin. Je pense que ça a aidé aussi. Oui, bien sûr. Bon, et ensuite, chez Jean-Michel Wilmotte, le contraste était important ? Oui, le contraste était important parce que d'un côté, c'était les grands projets publics. Ouais. Chez Wilmotte, c'était plutôt des grands projets privés. Ouais. Mais les deux agences m'ont énormément formée et je suis très, très reconnaissante de l'expérience que ça a pu m'apporter dans le public et aussi dans le privé. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir accompli ce que tu imaginais à la sortie de l'école ? À t'entendre, on pencherait vers le oui, mais peut-être que l'imaginaire était différent ? Non, pas du tout. Moi, je dirais vraiment même plus. Ouais. C'est à la sortie de l'école, je pense comme beaucoup d'architectes, je rêvais de pouvoir travailler sur des grands projets, faire des grands concours, travailler à l'international, travailler sur une architecture avec une dimension émotionnelle, une architecture qui touche, qui crée en nous vraiment une grande émotion. Et dès le début, j'avais ce privilège de pouvoir travailler exactement dans ce domaine de l'architecture, la conception pure aussi des projets qui font un impact dans la ville, qui font un impact dans la vie des gens, des projets des musées, des bibliothèques, des stades, des opéras. Voilà, donc non, moi je pense que je suis... Oui, très, très contente, plus que satisfaite. Heureuse. Oui, voilà. Bon. Alors, on a parlé de toi. Peux-tu nous raconter maintenant l'histoire de l'agence Baumschlager et Burlet et de ses projets ? Il y en a déjà un dont nous avons déjà longuement parlé dans Comme d'Archi, qui est la Cité universelle, Cité du handicap, avec Horace Montazami. Mais en ce qui concerne les autres projets, quels seraient vos projets emblématiques et peux-tu justifier ce choix ? De la même manière, quels sont vos projets d'actualité à l'agence ? Donc tout d'abord, à l'agence parisienne, on travaille sur toute typologie. On travaille sur l'architecture du quotidien, ce qui veut dire l'habitat, le bureau, comme on travaille aussi sur quelques projets, ce que j'appelle l'architecture du dimanche, donc des projets publics un peu d'envergure, comme par exemple un grand projet de recherche biologique de l'université de Paris-Sud, qui s'appelle aujourd'hui, je pense, Université Paris-Saclay. Mais je dirais que nous avons deux spécificités à l'agence parisienne, mais absolument dans la continuité de notre responsabilité environnementale, qui est un point extrêmement fort de l'agence Baumschlager et Burlet en général. La première spécificité, c'est les structures en bois, les bâtiments structure bois. Et deuxièmement, les projets, je dirais, avec une ambition ou une approche d'économie circulaire très ambitieuse. Si je commence un peu avec les structures bois, nous avons eu la chance de pouvoir travailler déjà en 2014 sur notre premier projet en structure bois sur la ZAC de Batignolles. Et lorsque nous avons commencé les études, c'était 2013-2014, donc il y a bientôt 6 ans, on commençait tout juste de parler du bois, de comment on pourrait minimiser l'empreinte carbone avec les architectures. Et donc très vite, il y avait des ateliers de travail avec plusieurs architectes, avec tous les intervenants autour des projets. Donc très vite, au cours des ateliers de Batignolles, nous avons proposé de construire en structure bois. C'était à l'époque pas une démarche marketing ou une démarche politiquement correcte. Le projet se situe sur un ouvrage de pont de la SNCF. Donc cette proposition, elle était tout d'abord structurelle, parce que c'était la solution pour nous de réduire le poids sur l'ouvrage ou les charges sur l'ouvrage de pont et de construire 3 niveaux de plus que ce qu'on aurait pu faire avec une structure équivalente en béton.
Donc ça, c'était pour nous un peu une grande chance parce que tout d'abord, c'était ensuite un des premiers projets, des grands projets en bas carbone de la ville de Paris. En plus, c'était un projet à énergie positive et le résultat aujourd'hui, 6 ans après, que nous avons 8 projets en structure bois en étude à l'agence. Nous travaillons par exemple, parce que tu poses la question, les projets un peu importants ou d'actualité. Nous travaillons par exemple sur une structure en bois pour la Poste. C'est la maison d'innovation de la Poste. Et quand je dis la maison d'innovation, c'est vraiment là où le groupe de la Poste travaille sur sa transformation numérique du groupe, où vraiment toutes les innovations du groupe seront faites. Donc ça, c'est par exemple une structure en bois. Il se situe où ce projet ? À Nantes, sur l'île de Nantes. On essaye de faire notre premier projet en structure bois, 100% bois, à Lille, dans le quartier de la Haute-Deule. Quand je dis entièrement en bois, ça veut dire les noyaux ou le rez-de-chaussée, il y a plus de béton, il n'y a plus d'acier, c'est vraiment du 100% bois pur. Voilà un petit peu pour le bois. Et je parlais un peu de l'autre spécificité qui était de vraiment essayer d'avoir une approche très ambitieuse par rapport à l'économie circulaire des projets. Donc ça concerne beaucoup des restructurations. Et je peux peut-être donner deux exemples. Le premier exemple, que nous travaillons sur un grand projet, l'ancien siège de Lagardère à Levallois, une grande restructuration, mais le plus prestigieux peut-être, c'est la transformation de l'ancien siège de Peugeot sur l'avenue de la Grande Armée, dans le 16e à Paris. Et notre ambition de cette transformation porte sur 3 éléments. Donc, comment préserver le patrimoine du XXe siècle, parce que ça devient quelque chose d'extrêmement important dans les temps à venir. Comment le réveiller, comment le faire rayonner, donc ce patrimoine, et comment on peut vraiment l'équiper pour le futur, pour assurer sa longévité. Voilà, donc ce projet Avenue de la Grande Armée, c'est entre l'avenue de la Grande Armée et la rue Pergolèse. Et c'est un projet assez exemplaire pour le style international des années 60, 70. Ce bâtiment a avait pour Peugeot un énorme showroom sur 110 mètres de longueur et avec une sorte de cathédrale de 8 mètres de hauteur. Et par exemple, ce volume exceptionnel, on le construira plus aujourd'hui. Donc c'est très bien que c'est plutôt la ville de Paris qui nous a vraiment poussé. Et quand je dis nous, c'est la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Elle nous a poussé à garder le projet et de dire non, il ne faut plus démolir dans la ville de Paris. C'est formidable parce que oui, on a vécu des destructions du patrimoine contemporain assez douloureuses, voire même aberrantes. Donc c'est chouette. C'est bien. Non, et puis je voyais comme en même temps aussi, c'était tout juste après l'extension de la tour Montparnasse, où la ville de Paris a dit non, maintenant c'est vraiment fini. 70% de tous les déchets de la ville de Paris viennent de la construction du bâtiment, de la démolution, en tout cas ce que disait l'ancien adjoint à la mairie Jean-Louis Missica. Et donc il y a une vraie responsabilité aussi, à part le fait aussi, encore une fois, que ce patrimoine du XXe siècle, il y a des véritables merveilles qui existent à rénover. Et donc, pour revenir un peu à l'approche de l'économie circulaire, dans ce projet Avenue de la Grande Armée, 80% de tous les matériaux qui ont été audités avant le début du projet sont réutilisés, des fois aussi sur site. Donc, pour donner un exemple, la façade, elle est en damier, il y a des allèges en granit noir. Nous devons démonter ces allèges en granit noir parce qu'il y a de l'amiante. Et du coup, nous recyclerons parfaitement ce granit pour en faire le sol de tout le rez-de-chaussée, de cette grande cathédrale, de toute la galerie. Et donc, ça sera un bel exemple comment on peut réutiliser les mêmes matériaux déposés sur site, mais réinjectés dans le site. Mais les normes souvent freinent la réutilisation des matériaux, non ? Non, il y a une grande évolution. Et après, aujourd'hui, par exemple, pour tout ce qui concerne la typologie des bureaux, on peut réutiliser parfaitement les faux plafonds, les faux planchers. Bon, c'est des surfaces qui se multiplient évidemment d'une manière excessive à travers d'un bâtiment. Mais nous travaillons actuellement sur un concours
Je peux pas dire lequel parce que c'est pas décidé, mais il y a un bâtiment existant aussi sur le site. Par contre, du coup, c'est en dehors de la ville de Paris et puis le propriétaire veut absolument qu'il soit démoli. Et nous démonter la totalité de la façade, on la modifie légèrement et on la remonte complètement dans le nouveau projet. Donc, c'est possible de recycler. D'accord. Donc là, c'est marrant, c'est du démontage et du remontage. Oui. C'est étonnant, c'est bien. Ouais. Et pourquoi ce parti pris ? Parce que le client final ou le maître d'ouvrage final, qui est un grand groupe français, il veut qu'il y a cette approche d'économie circulaire est extrêmement importante et surtout, il veut une fabrication de son bâtiment neutre en carbone. Et donc, c'est vraiment le futur vers où on doit tous aller. C'est pas seulement de parler de bas carbone, mais comment on peut être neutre dans la fabrication, neutre même dans l'exploitation. Et pour pouvoir le faire, c'était un moyen de travailler avec une façade complètement 100% recyclée. Bon, alors, déjà beaucoup d'informations. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à l'histoire de l'agence, de cette agence autrichienne qui finalement est arrivée à s'implanter un petit peu partout, qui a un rayonnement international, sans le vouloir vraiment? Comment ça s'est articulé tout ça? Bon, tout d'abord, ton introduction, elle était parfaite, elle était tout juste, avec les débuts dans le Vorarlberg, le début des années 80, où Carlo Baumschlager et Dietmar Eberle ont créé l'agence. Puis ils étaient lauréats de l'aéroport de Vienne, donc très vite il y avait une deuxième agence qui s'est créée à Vienne. Et puis Dietmar Eberle commençait à enseigner, encore une fois, le TH de Zurich. On en revient à chaque fois. Donc il y a une troisième agence qui a commencé à se monter à Zurich parce qu'il y avait des premiers projets aussi suite à des invitations au concours qui se sont créés en Suisse. Et donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, nous avons 7 agences dans les pays germanophones, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. Bon, c'est un peu notre origine. Et puis, fin des années 2000, on commençait à être aussi invités à faire des concours en France. Et donc, après avoir gagné 3 concours, la question se posait effectivement, est-ce qu'il ne faut pas s'implanter sur place? Parce que tu l'as dit très bien aussi, Think Global, Act Local. On aime bien avoir un savoir-faire global, mais on souhaite vraiment l'appliquer localement. On pense qu'il faut s'installer localement pour comprendre mieux les cultures locales, pour être proche de nos maîtrises d'ouvrage. Donc, effectivement, avec 3 projets gagnés en France, la question se posait un petit peu. Et on faisait un concours sur un plan masse de l'urbaniste Patrick Chaban, qui était un grand ami de Christian Ovett. Et donc, lorsque, effectivement, Christian Ovett a disparu brutalement, c'est Patrick Chaban qui a approché un de nos associés suisses, Uli Grassmann, si il y aura pas peut-être la possibilité de reprendre l'agence de Christian Ovett avec son équipe, qui était une petite équipe d'une dizaine de personnes. Mais c'est du coup où on se disait, ben voilà, il y a la pensée d'un côté, il y a cette proposition qui existe. Ce que nous avons fait donc en 2012, on a repris l'agence de Christian Ovett et ça voudrait dire aussi terminer 8 projets. Il y avait encore 8 projets de Christian Ovett en chantier. Et en même temps, en parallèle, j'ai commencé à développer l'agence Baumschlager en même temps sur le territoire français. D'accord. En tout cas, bravo, parce que c'est une belle réussite. C'est une très belle histoire, à la fois de reprise de mémoire d'un architecte français et puis d'une belle continuité. Voilà. Formellement, quand on regarde un peu ce que vous faites, l'agence Baumschlager Eberle a de la rigueur d'un point de vue formel. Moi qui ai été élevée dans une culture Mies van der Rohe, forcément j'y suis très sensible. Aujourd'hui, elle est peut-être un peu confrontée à toutes les formes libres qu'on voit naître sur le territoire. Alors, de quelle manière ça parle à ton agence ? Moi, je pense tout d'abord, un projet d'architecture est toujours une prise de position. Et donc forcément, notre prise de position n'est pas forcément un travail formel dans le sens, il faut que ce travail soit iconique, qu'il est extrêmement travaillé. Toutefois, nous aimons beaucoup travailler la sculpture urbaine, comment le projet s'exprime vis-à-vis de son contexte, mais en dialogue avec son environnement. Mais je pense que
Il y a plusieurs manières de l'exprimer et effectivement, notre manière de s'exprimer, elle est peut-être plus tenue, elle est moins libre dans son langage formel, mais je dirais tout d'abord, c'est pas le travail formel qui nous pousse, qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe véritablement, tout le monde en parle aujourd'hui, mais c'est vraiment qu'est-ce qui rend un projet véritablement durable. À la fin, évidemment, il faut en plus que l'architecture elle plaise, il faut en plus que l'architecture génère cette émotion, mais tout d'abord, il y a des valeurs et après, il y a un petit peu ce travail formel, mais cette valeur qui porte effectivement sur la durabilité écologique, économique, mais surtout sociale, est extrêmement important. Et par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes beaucoup de petites agences, comment on peut retrouver aussi des valeurs communes. Quand je reprends un peu ces trois piliers de la durabilité, et je reviens un peu sur la forme, ce qui est sûr, ce qui rendra un projet véritablement durable, c'est son acceptation culturelle. Est-ce que ça crée une adresse dans la ville ? Est-ce que la structure est suffisamment flexible pour permettre vraiment l'aménagement de différents usages dans le temps ? Donc ça, c'est des valeurs sur lesquelles on travaille depuis très longtemps. Et finalement, c'est peut-être une manière aussi d'assurer une certaine continuité dans le tissu urbain. Parce que ce que reproche le grand public beaucoup, c'est une fracture pour aussi une durabilité, construire de manière non pérenne, avec des bâtiments qui ont du mal à évoluer, qui ont du mal à... Et là, vous avez une réponse, c'est-à-dire que vous apportez du contemporain qui s'intègre très facilement dans un tissu plus ancien. Je dirais Oui. c'est un peu notre objectif, renforcer le lieu, s'intégrer, établir un véritable dialogue, mais tout au début... je disais l'architecture du dimanche et l'architecture du quotidien. Forcément, nous venons, l'agence Baumschlag-Eberle, nous venons de l'architecture du quotidien, de l'habitat, surtout de l'habitat, surtout dans une région, le Vorarlberg, aujourd'hui, c'est une des régions les plus riches en Europe, mais lorsque Dietmar Eberle a commencé dans les années 80, c'était une des régions les plus pauvres en Europe. Et donc, l'habitat, comment rendre accessible aussi de l'habitat pas cher, souvent fait aussi un travail participatif, comment on peut y arriver avec... évidemment, une architecture, encore une fois, qui plaît, qui touche. Oui, effectivement, nous ne sommes pas les architectes. On peut le faire aussi avec l'aéroport de Vienne. On fait un projet énorme pour la BNP Paribas à Bruxelles. Oui, vous êtes capable de faire des marqueurs urbains aussi. Voilà, mais ce n'est pas forcément l'idée. Ces marqueurs qui étaient l'église il y a très longtemps. Ensuite, c'est devenu les mairies. Ensuite, c'est devenu aujourd'hui peut-être encore les écoles. Oui, on pense que c'est extrêmement important, c'est ça ce qui structure la ville. Mais nos origines, ça vient vraiment de cette architecture du quotidien et forcément l'envie est de s'intégrer et de renforcer plutôt le genius loci. Alors comment est composée ton équipe en France ? Il y a beaucoup de Français. Oui, c'est bien. Oui. Ça veut faire plaisir. Oui. En tout cas aux Français. Oui, mais ayant moi-même comme on appelle ça, un background plus international, ayant travaillé avec des Japonais, avec des Sud-Américains, vraiment avec des... Oui, c'est toi qui tiens ce background finalement international. Oui, j'aimerais beaucoup qu'on soit un peu plus mixte. Il y a une Mexicaine, il y a évidemment des Autrichiens, des Allemands, mais bon, la majorité de l'équipe, vu qu'on travaille majoritairement sur le territoire en France, est française. Vous êtes environ 40-50 à l'agence ? Oui, oui. Plutôt 40, oui. Tu as parlé des socles, de ce que vous partagez comme valeur entre toutes les agences à travers le monde. De quelle manière vous projetez, vous avez une vision prospective ensemble ? Vous avez ce socle, mais le monde bouge, le monde change. Vous vous challengez ? Comment ça se passe ? Nous avons plusieurs outils, comment on peut travailler ensemble et garder ces valeurs qui visent clairement la longévité des bâtiments dont je parlais tout à l'heure, comment on peut les transporter ou travailler ensemble à travers les différentes agences. Donc, tout d'abord,
On organise une fois par mois des ateliers de travail, des workshops, où toutes les agences se retrouvent pendant 1-2 jours. On emmène nos projets, nos concours, nos projets au début de réflexion. Et ensemble, on va vraiment brainstormer quelle sera la meilleure solution. Donc évidemment, chaque agence est un peu responsable pour son travail sur son territoire qui le concerne. Mais cet échange nous fait justement profiter de ce savoir-faire global parce que quelqu'un en Suisse a peut-être une approche urbaine très très différente de ce qu'on peut avoir par exemple à Bordeaux. Et donc c'est toujours très enrichissant et on revient toujours avec plein de nouvelles idées et surtout aussi de correction. Donc c'est un outil aussi de correction parce qu'il y a des gens qui sont aussi plus forts en conception. Il y a des agences qui sont peut-être plus forts en chantier ou qui ont leur poids fort aussi dans le travail en détail. Donc, on va tous réciproquement profiter de nos points forts. Donc, ça, c'est un premier outil. Et puis, on a un deuxième outil qu'à travers toutes les agences, chaque année, on prend les meilleurs concepteurs, ceux qui ont vraiment le plus de dents, qui peuvent apporter le plus de poésie. Et eux, ils forment une sorte de comité de design. Et donc, une fois par mois aussi, on est obligé de soumettre nos projets, cette fois-ci pas en cours, mais plutôt à la fin d'un concours ou un détail à la fin de la phase APD. On leur soumet nos projets et ils les examinent. Est-ce que ça correspond à notre ambition? Est-ce que ça correspond à notre niveau? Et donc, on a un peu ces deux outils-là. Et sinon, on se voit tous ensemble. Donc, nous sommes à peu près 250 personnes qui travaillent pour Baumschlager et Berlé. On se retrouve aussi 2 fois par an. Bon, là, en 2020, c'était compromis. Oui, pas possible. Mais on fait tous les 3 ans un voyage d'études, par exemple, avec les 250 personnes. Il y a 2 ans, on était au Vietnam et à Hong Kong pour rendre visite tout d'abord aux collaborateurs qui travaillent là-bas, mais pour aussi avoir des conférences avec des professeurs sur place, comprendre un peu l'urbanisme d'autres villes. Et il y a 6 ans, on était tous ensemble pendant une semaine en Amérique du Sud, à Buenos Aires et à Rio de Janeiro. La même chose. Donc, tout ça, c'est un peu aussi la volonté de Dietmar Eberle, qui est un grand professeur, de vraiment transmettre un savoir-faire. Et je pense que c'est ça aussi ce qui est très spécifique à l'agence, que souvent, quand on parle d'une œuvre, c'est très lié à la personne elle-même. Et l'héritage de Dietmar Eberle et toute sa structure, comment il a monté l'agence, en témoigne, c'est la transmission de son savoir-faire. Donc, ça assure forcément la pérennité. Oui. Est-ce que vous échangez des profils entre chacune de vos antennes, suivant les projets? Parfois, oui. Il y a une circulation des compétences à l'intérieur des... Beaucoup plus, évidemment, dans les pays européens. Européens, je dirais même germanophones, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, ça marche extrêmement bien. Ils parlent tous la même langue. Bon, les réglementations sont un peu différentes aussi, mais c'est plus facile. Souvent, on fait aussi des coopérations. Donc, actuellement, par exemple, l'agence de Paris travaille ensemble avec l'agence de Vaduz, du Liechtenstein, sur le Parlement européen à Bruxelles. Parce que nous, on est peut-être un peu plus forts dans la conception urbaine. Eux, ils sont un peu plus forts dans la partie, effectivement, structurelle, le détail du bâtiment, ce qui correspond, les deux expertises qui correspondent bien à la demande du concours. Donc oui, on le fait, mais évidemment, c'est toujours un peu plus difficile aussi avec la France, parce que là-bas, on parle beaucoup moins bien français. Chez nous, à l'agence parisienne, on ne parle pas forcément allemand, et donc des fois, c'est un peu difficile. Mais idéalement, oui, tout est fait pour qu'on ait vraiment une agence. Oui. Quand tu en parles, c'est assez... on le ressent. Oui. C'est fascinant, d'ailleurs. Bravo. Est-ce que cette agence n'a pas des difficultés avec les Français? Parce que quand on est soit allemand, soit autrichien, on sait qu'il y a une rigueur que les Français n'ont pas. Nous, on est un peu
Il y a des tempéraments, en fait, différents. Ça les étonne, enfin, ne se heurtent pas. Comment ils le vivent avec confiance, parce que peut-être que tu es là, ou comment ça se vit, tout ça? Ah, je pense et là, c'est une présomption par rapport à Dietmar Eberle, qui est quand même notre fondateur. Nous pensons qu'il y a une richesse dans la ville européenne, donc pas la ville autrichienne, pas la ville allemande, pas la ville polonaise. Il y a une richesse dans la ville européenne pour laquelle nous sommes enviés par le monde entier. S'il n'y avait pas le Covid, on le sait, l'Europe est aussi un continent qui est visité, encore visité. Paris, on le sait de toute manière. Donc cette richesse, c'est vraiment ça, ce qui fait vibrer le cœur de l'architecture de Dietmar Eberle. Et donc au contraire, moi je pense qu'il adore de retrouver aussi cette richesse dans le travail des différentes agences. Et même si on regarde un projet en Suisse et un projet en Autriche, c'est pas du tout la même chose, parce que la Suisse, elle est effectivement très tramée, très organisée. Très organisée. L'Autriche, déjà, on voit que les projets sont un peu plus Libre. un peu plus chauds, un peu plus fluides. Et donc, non, au contraire, je pense que cette richesse culturelle, elle est embrassée avec beaucoup de cœur dans l'agence. Oui, donc il y a un ADN. Dès le départ, il y a une ouverture, un esprit très ouvert. Oui. Bon, c'est formidable. Et d'ailleurs, c'est la ville européenne aussi qui est pour nous la ville durable. Peu importe le pays, on regarde Cracovie, on regarde Paris, on voit qu'il y a la question de la densité. Même si on est un peu plus âgé, on peut faire les courses dans son quartier, on peut se déplacer à pied. Il y a plein de valeurs qui sont communes à toutes les villes européennes, peu importe la nation. Être une femme et diriger une agence d'architecture aujourd'hui, ça représente quoi? Comment tu le vis? Sincèrement, je me pose pas vraiment la question parce que j'ai toujours, depuis 25 ans, je travaille en étant femme en architecture. Ça s'est bien passé jusque-là, donc je me suis jamais vraiment posé la question. C'est pas une question pour toi? Non, finalement. Non, ouais non. Mais c'est intéressant. Non. Par contre, c'est sûr que ça demande beaucoup d'investissement. Et selon un peu la répartition des rôles dans des familles, des fois, ça peut être très difficile. Mais ça peut être aussi très difficile pour un homme qui peut-être aujourd'hui reste un peu plus aussi avec les enfants. Non, je pense au contraire, en architecture, c'est possible et j'ai jamais ressenti un frein. J'ai jamais senti un obstacle dans le développement de l'agence de Baumschlager. Alors, comment tu imagines le monde d'après? Parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est une question un peu peut-être bateau, mais je trouve qu'en ce moment, c'est important de la poser. Voilà. Parce que, je te dis mon point de vue, je pense qu'on ne peut pas oublier tous nos acquis. En revanche, en effet, il faut qu'on change peut-être des choses. Voilà. Il faudra certainement changer les choses, mais tout d'abord le monde d'après. Dans l'immédiat, je pense on sera plus conscient que nous avons besoin l'un de l'autre. Le télétravail, par exemple, pour plein de gens est très, très difficile. La distanciation sociale nous rend tristes. Ouais. Moi, je sais que chez nous, à l'agence, avec le deuxième confinement, mais tout le monde était terrorisé de repartir à 100% en télétravail. Donc, moi, je pense que le monde d'après, dans l'immédiat, c'est tout d'abord qu'on se retrouve. Ouais. Qu'on se retrouve et qu'on en profite de pouvoir se retrouver. Donc, on sera plus conscient qu'on a besoin l'un de l'autre, mais je pense que nous serons aussi plus conscients des enjeux environnementaux et qu'il faut agir maintenant sans compromis. Et je pense que c'est surtout ça ce qui va changer et c'est quelque chose de formidable. Quel conseil donnerais-tu aux étudiants en architecture actuellement? Quel conseil? C'est pas très concret ce que je vais dire, mais je dirais prendre position. Prendre position parce que l'architecture nous concerne tous. Ça ne concerne pas seulement un architecte, une maîtrise d'ouvrage. Tout le monde vit dans un appartement ou dans une maison. Tout le monde se déplace dans un espace public.
tout le monde dépend d'un équipement public, d'une école, d'une mairie, d'un service public. Donc l'architecture nous concerne tous et donc je pense qu'il faut prendre position et l'architecture n'est pas seulement passionnante, mais elle affecte vraiment, vraiment tout le monde. Et donc c'est un travail avec une responsabilité très importante. Qu'est-ce que tu aimerais passer en conclusion? Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Même de revenir peut-être sur le travail de l'agence ou voilà. Moi, j'aurais envie de dire que l'architecture est une profession fantastique, unique, parce que je pense nous sommes une des rares professions qu'une fois terminées les études, on reste en contact avec tout dans la vie. Justement, vous travaillez sur un opéra, vous avez le privilège de pouvoir comprendre tout sur l'univers des artistes d'un opéra. Vous travaillez sur un stade, vous avez la chance d'apprendre tout sur le foot. Vous travaillez sur de l'habitat, vous devez réfléchir comment on veut habiter aujourd'hui et demain. Je trouve que l'architecture est exceptionnelle par rapport à cette connexion et ce dialogue avec le monde. Le monde. Merci beaucoup, Anne, d'être venue témoigner et de ta confiance, parce que c'est une très belle agence. Et j'espère que cette émission sera écoutée par le plus grand nombre, mais il n'y a pas de raison. Et peut-être à bientôt sur un sujet monographique, on ne sait jamais, sur une de vos réalisations. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.